Un généreux milliardaire visite un orphelinat et découvre des jumelles solitaires. Quelques heures plus tard, un détail les concernant le fait fondre en larmes. Le doux ronronnement de la berline de luxe résonnait le long du chemin de gravier, troublant la quiétude habituelle de la campagne provençale. Une fine bruine transformait le paysage en une aquarelle de verts et de gris, d'où l'orphelinat Sainte-Marie, une ancienne bastide de pierre, émergeait de la brume tel un gardien ancestral oublié du temps. Nathalie Dupont posa la pile d'uniformes qu'elle tenait lorsque le bruit inhabituel s'infiltra à travers les murs délavés de son bureau. En 20 ans de direction, elle avait appris que les visites imprévues annonçaient rarement de bonnes nouvelles. À travers la fenêtre striée de pluie, elle observa un homme de haute stature sortir de la voiture. Ses cheveux grisonnants et son costume impeccable juraient avec ce décor rural. Le chauffeur s'empressa de lui tendre un parapluie, mais le passager le refusa d'un geste décontracté, préférant sentir la bruine sur son visage, tandis que son regard parcourait la façade usée de l'orphelinat. Le grincement de la porte principale résonna dans les couloirs, suivi de pas pressés sur le parquet cabossé. Sarah, l'une des adolescentes, apparut, essoufflée, à la porte du bureau, ses yeux bruns écarquillés d'excitation. « Madame Dupont, c'est Jacques Dubois qui est là, le milliardaire. » Nathalie sentit son cœur manquer un battement. Jacques Dubois, le magnate de la mode devenu philanthrope, qui transformait des institutions à travers tout le pays. Ses mains tremblèrent légèrement, tandis qu'elle lissait son tablier usé, consciente des taches que des années de javel n'avaient pu effacer. Dans le hall d'entrée, où la peinture écaillée racontait des décennies d'histoire, Jacques Dubois attendait avec une sérénité qui contrastait avec sa réputation d'homme d'affaires impitoyable. Ses yeux bleus, d'une surprenante douceur, étudiaient avec un intérêt sincère les vieilles photographies accrochées au mur, témoignage des générations d'enfants qui avaient appelé ce lieu leur foyer. « Monsieur Dubois !» parvint à dire Nathalie en tendant la main. « Quelle surprise !»« Appelez-moi Jacques, je vous en prie », répondit-il avec un sourire qui adoucissait les rides de son visage. « J'espère ne pas vous déranger. » Un bruit sourd à l'étage fit danser de minuscules grains de poussière dans la faible lumière des fenêtres. Jacques leva les yeux, curieux, tandis que Nathalie soupirait. « Les enfants sont en récréation, » expliqua-t-elle, sentant la chaleur lui monter au cou. « Nos installations ont leur défi. »« Je vois, » commenta Jacques, son regard suivant une fissure qui s'étendait sur le mur comme un fleuve sur une carte ancienne. « Cela vous dérangerait-il de me faire visiter ?» Alors qu'il parcourait les couloirs étroits, le contraste entre le costume italien de Jacques et l'environnement était saisissant. Des enfants curieux jetaient des coups d'œil depuis les portes des salles de classe, chuchotant entre eux au sujet du mystérieux visiteur. Un groupe de garçons tenta sans succès de cacher un jeu d'échange d'images derrière leur dos. Dans la bibliothèque de fortune, des livres usés étaient en équilibre précaire sur des étagères tordues, maintenus ensemble par des années de soins et d'improvisation. Jacques s'arrêta devant un exemplaire particulièrement ancien du Petit Prince, ses pages jaunies tenues par du ruban adhésif et de l'espoir. « Vous savez, Nathalie, » commença-t-il en feuilletant doucement le livre, « quand j'avais 12 ans, je vivais dans un endroit très semblable à celui-ci. » Nathalie, qui s'apprêtait à s'excuser pour l'état de la bibliothèque, se tut, surprise. « C'était un orphelinat à Marseille, » continua-t-il en reposant soigneusement le livre. « J'ai appris à lire avec cette même histoire. C'est drôle comme la vie nous ramène en arrière, n'est-ce pas ?» Un ballon de football cabossé interrompit ce moment, roulant jusqu'à ses pieds. Michel, un garçon de 8 ans avec un pansement au genou, arriva en courant, s'arrêtant brusquement, en remarquant le visiteur. « Pardon, madame Nathalie » haleta-t-il, regardant tour à tour la directrice et Jacques. Jacques s'agenouilla, ramassant le ballon. « Tu joues » Michel hocha la tête timidement. « Tous les jours, mais le terrain est plein de trous. »« Et vous êtes combien » demanda Jacques, faisant tourner le ballon entre ses mains avec une dextérité surprenante. « Nous avons 30 enfants en ce moment, » répondit Nathalie, observant l'interaction avec un intérêt croissant. « Chacun a son histoire,
ses propres rêves. Michel est ici depuis 2 ans. Il est notre buteur officiel. Dans la cuisine, où de vieilles marmites recueillaient les gouttes d'eau d'un plafond qui fuyait, Jacques s'arrêta. Son regard erra sur les lieux avec une intensité différente, comme s'il faisait des calculs mentaux. Madame Hélène, la cuisinière, remuait une grande marmite de soupe, la vapeur embuant ses lunettes, tandis qu'elle tentait de masquer sa curiosité face à l'illustre visiteur. « Nathalie, dit enfin Jacques, sa voix portant un poids qui n'y était pas auparavant. Je pense que nous devons parler de l'avenir de Sainte-Marie. » Le son des rires d'enfants entra par la fenêtre cassée, temporairement recouverte de plastique, tandis que Nathalie s'agrippait au dossier d'une chaise usée, le cœur battant de possibilités qu'elle n'osait nommer. « Ces dernières années, commença-t-il en sortant une enveloppe de sa veste, j'ai essayé de rendre à la société ce qu'elle m'a donné. J'ai construit des hôpitaux, financé la recherche. » Il marqua une pause, regardant par la fenêtre où Michel célébrait un but improbable. Mais quelque chose a toujours manqué. Quelque chose de plus personnel. Nathalie regarda l'enveloppe qu'il posa sur la table, le papier crème avec le logo doré de la Fondation du Bois, paraissant surréaliste dans cette cuisine simple. « Ce que vous avez fait ici, Nathalie, avec si peu... » Il fit un geste de la main, désignant non seulement la cuisine, mais l'orphelinat tout entier. C'est extraordinaire. La vieille cloche sonna, annonçant la fin de la récréation, son son se répercutant dans les couloirs comme un rappel à la réalité. Mais pour Nathalie Dupont, debout dans la cuisine avec Jacques Dubois, la réalité commençait à ressembler au début de quelque chose de nouveau, qui pourrait tout changer. La porte arrière de l'orphelinat s'ouvrait sur un monde de rires et de cris joyeux. La cour, malgré son herbe clairsemée et ses jouets usés, vibrait de l'énergie contagieuse des enfants. Jacques cligna des yeux plusieurs fois, laissant ses yeux s'adapter à la luminosité soudaine après la pénombre des couloirs. « C'est notre aire de jeu », expliqua Nathalie, esquivant une corde à sauter qui fendait l'air. « Ce n'est pas grand-chose, mais les enfants trouvent toujours le moyen de transformer n'importe quel espace en terrain de jeu. » Jacques sourit en observant un groupe animé jouer aux billes à l'ombre d'un vieux chêne. Son regard balaya le sol inégal, remarquant les différents groupes d'enfants. Des garçons jouant au football avec des sacs à dos en guise de but. Des filles plus âgées se tressant les cheveux sur un banc en bois écaillé. Un petit cercle échangeant des images. C'est alors qu'il les vit. Dans un coin de la cour, près d'une balançoire rouillée, 2 filles identiques étaient assises sur l'herbe. Leurs robes jaunes, bien que propres et bien entretenues, semblaient avoir connu des jours meilleurs. Leurs cheveux châtain clair, attachés en couette parfaitement symétrique, se balançaient doucement dans la brise. Elles partageaient un unique livre d'images, tournant les pages avec une synchronicité presque hypnotique. « Nathalie » appela doucement Jacques, sans quitter des yeux les fillettes. « Qui sont-elles » Nathalie suivit son regard, laissant échapper un léger soupir. « Zoé et Chloé. Elles sont arrivées il y a 2 ans. Elles n'avaient qu'1 an à l'époque. Les jumelles, comme si elles sentaient qu'elles étaient le sujet de la conversation, levèrent les yeux simultanément. Leurs regards, d'un vert profond et énigmatique, croisèrent celui de Jacques un bref instant avant qu'elles ne retournent précipitamment à leur livre. « Elles ne jouent généralement pas avec les autres enfants ?» demanda Jacques, remarquant comment l'espace autour des filles semblait être une bulle privée, isolée du joyeux chaos de la cour. « Rarement, » dit Nathalie, ajustant instinctivement son tablier. « Elles sont extrêmement timides. Au début, nous pouvions à peine les séparer pour le bain. Avec le temps, elles ont appris à me faire confiance, ainsi qu'à Madame Hélène, mais... » Elle fit une pause, choisissant ses mots. « C'est comme si elles avaient leur propre monde, vous savez ? Un monde qui n'appartient qu'à elles. » Jacques hocha lentement la tête, sentant quelque chose d'inexplicable l'attirer vers les filles. C'était comme si une force magnétique invisible le tirait vers ce coin de la cour. « Puis-je » demanda-t-il, faisant un geste subtil vers les jumelles. Nathalie hésita un instant. « Vous pouvez essayer, mais ne soyez pas surpris si elles... »
Avant qu'elle ne puisse finir, Jacques marchait déjà vers les filles, ses pas délibérément lents et doux. En se rapprochant, il put entendre un faible murmure. Les jumelles chuchotaient les mots du livre à l'unisson, leur voix aussi synchronisée que leurs mouvements. « Bonjour, dit-il doucement, s'arrêtant à quelques pas. C'est un livre très intéressant que vous avez là. » Les filles se figèrent, leurs petites mains agrippant les bords du livre. Pendant quelques secondes, seuls les bruits des autres enfants jouant remplirent l'air. Puis, très lentement, deux têtes se levèrent en parfaite synchronisation. « Ça parle de papillons, » chuchota l'une d'elles, si bas que Jacques dut se pencher pour l'entendre. « Il change de couleur, » ajouta l'autre, sa voix identique à celle de sa sœur. Jacques sourit, s'asseyant prudemment sur l'herbe, gardant une distance respectueuse. « Vous savez, j'aime beaucoup les papillons aussi. » Il remonta légèrement la manche de son costume, révélant une montre-bracelet au cadran particulier. « Regardez !» Les yeux des jumelles s'écarquillèrent légèrement. Sur le cadran de la montre, un délicat papillon en émail bleu marquait les secondes, ses ailes battant doucement à chaque mouvement. « Il vole !» murmura Zoé. Où était-ce Chloé, se penchant en avant, presque imperceptiblement. « Vraiment ?» demanda l'autre, abandonnant une partie de sa timidité. Jacques retira la montre de son poignet, faisant des mouvements délibérément lents. « Voudriez-vous la voir de plus près ?» Les filles échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre elles. Après un moment qui parut une éternité, elles se rapprochèrent, restant toujours proches l'une de l'autre. « Vous pouvez la tenir si vous voulez » offrit Jacques, tendant la montre paume ouverte. « Elle est magique, vous savez. On dit que si vous faites un vœu pendant que le papillon bat des ailes 3 fois, il se réalisera. » Une lueur de curiosité traversa les yeux verts des jumelles. Dans un mouvement parfaitement coordonné, elles se déplacèrent ensemble, leurs petites mains touchant les bords de la montre en même temps. « Comment peut-on savoir qui de nous est qui ?» demanda l'une des filles, une question que Nathalie, qui observait la scène avec fascination, entendit. Jacques sourit, se penchant comme pour partager un secret. « Eh bien, j'ai une petite idée. Toi, dit-il en pointant doucement celle de gauche, tu dois être Zoé. Et toi, se tournant vers celle de droite, Chloé. Ai-je raison ?» Les filles eurent le souffle coupé, leurs yeux s'écarquillant comme 2 pleines lunes. « Comment vous saviez ?» demandèrent-elles à l'unisson. Jacques fit un clin d'œil complice. « De la magie, tout comme le papillon sur la montre. » Un sourire timide, le premier que Nathalie voyait de leur part depuis des semaines, commença à se former au coin des lèvres des jumelles. Elles se rapprochèrent un peu plus, tenant toujours la montre entre elles. « On peut faire un vœu ?» demanda Chloé, sa voix légèrement plus assurée. « Ensemble ?» ajouta Zoé en regardant sa sœur. « Bien sûr que vous pouvez » répondit Jacques, observant comment les filles fermaient instantanément les yeux, leurs têtes appuyées l'une contre l'autre, en attendant 3 battements d'ailes du papillon. Nathalie, toujours debout à quelques pas, sentit quelque chose de chaud et d'humide couler sur sa joue. En 20 ans à diriger l'orphelinat, elle avait rarement vu une connexion aussi instantanée et profonde. Il y avait quelque chose dans la façon dont Jacques interagissait avec les jumelles, une gentillesse innée qui allait au-delà de la simple sympathie. La vieille cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Les autres enfants commencèrent à rentrer, mais pour la première fois depuis leur arrivée à l'orphelinat, Zoé et Chloé ne furent pas les premières à se lever. Elles restèrent assises, absorbées par la montre magique et par l'homme qui, en quelques minutes, avait trouvé un chemin vers leur monde privé. « On doit y aller ?» demanda Zoé, une note de tristesse dans la voix. « Vous allez reprendre le papillon ?» ajouta Chloé, sa petite main tenant toujours soigneusement la montre. Jacques regarda Nathalie, qui hocha discrètement la tête, puis sourit aux jumelles. « Que diriez-vous de laisser le papillon se reposer ici un moment ? Je peux revenir demain pour voir s'il a aidé votre vœu à se réaliser. » Les yeux des filles brillèrent d'un nouvel espoir, et, pour la première fois depuis leur arrivée à l'orphelinat, elles se levèrent sans hâte, leurs petites mains cherchant instinctivement celles de Jacques. Alors qu'ils rentrèrent dans le bâtiment,
Nathalie observa le trio s'éloigner, notant que les jumelles, toujours si fermées dans leur propre monde, semblaient maintenant avoir fait de la place pour quelqu'un d'autre. L'enveloppe de la Fondation Dubois, toujours sur la table de la cuisine, semblait porter une signification encore plus profonde maintenant. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du salon de l'orphelinat, créant des motifs dorés sur le plancher de bois usé. Jacques regardait les jumelles jouer avec sa montre, leurs mouvements toujours parfaitement synchronisés, comme une danse qu'elles avaient pratiquée pendant des années. C'est alors que Zoé pencha la tête, concentrée pour montrer quelque chose sur le cadran de la montre à sa sœur, et il le vit. Là, partiellement caché derrière son oreille gauche, se trouvait un petit grain de beauté en forme de croissant. Le monde autour de Jacques sembla se figer, les sons de l'orphelinat s'estompant en un bourdonnement lointain. Paris, 1992. « Regarde, chérie, » murmura Élise, berçant la petite Sophie dans ses bras. « Elle a ta marque. » Ses doigts doux caressèrent le minuscule croissant derrière l'oreille du bébé, tout comme ta mère l'avait. Jacques se pencha sur le berceau, le cœur débordant d'amour en regardant sa fille nouveau-née. Le grain de beauté, un trait transmis de génération en génération dans sa famille, semblait briller doucement dans la lumière de la chambre d'enfant. « Monsieur Dubois, tout va bien ?» La voix de Nathalie le ramena au présent. Ses mains tremblaient, et il réalisa qu'il s'était appuyé contre le mur sans s'en rendre compte. Les jumelles le regardaient avec des yeux curieux et inquiets. « Nathalie, » parvint-il à dire d'une voix rauque, « nous devons parler, en privé. » Nathalie hocha la tête, reconnaissant le changement radical dans son comportement. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas montrer la montre à Madame Hélène ? Je suis sûr qu'elle adorera voir le papillon magique. » Les jumelles hésitèrent un instant, mais des années de routine et d'obéissance l'emportèrent. Elles se levèrent en synchronisation, tenant toujours la montre comme un trésor précieux, et quittèrent tranquillement la pièce. Dès que la porte se referma, Jacques s'effondra dans un fauteuil usé. « Les jumelles, commença-t-il, passant ses doigts dans ses cheveux gris. Comment sont-elles arrivées ici ?» Nathalie s'assit dans le fauteuil en face, ses mains lissant nerveusement son tablier. « C'était une nuit pluvieuse, il y a 2 ans. Une assistante sociale les a amenées. Elle a dit qu'elles avaient été trouvées abandonnées dans une gare d'une ville voisine. Y avait-il une pièce d'identité, quoi que ce soit ? » « Juste un petit sac à dos avec quelques vêtements et un ours en peluche, » répondit Nathalie, son inquiétude grandissante en voyant le visage de Jacques pâlir. « Monsieur Dubois ? Jacques, que se passe-t-il ? Élise ? Sophie ? » Jacques appela son nom, sa voix résonnant dans la maison vide. La note sur la table de la cuisine, écrite de l'écriture tremblante de sa femme, disait seulement « Je suis tellement désolé. Je ne peux plus faire ça. » La chambre du bébé était vide, le berceau encore fait, avec des draps à thème papillon. Jacques cligna rapidement des yeux, repoussant les souvenirs qui l'assaillaient. « Ma fille, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Sophie. Elle avait 3 mois quand elle a disparu avec ma femme. » Nathalie porta la main à sa bouche, une prise de conscience naissant dans ses yeux. « Je ne les ai jamais retrouvées, » continua Jacques, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. La police a dit qu'elles avaient probablement quitté le pays. Élise avait de la famille à l'étranger, mais... Sa voix se brisa. J'ai cherché pendant des années, engagé des détectives privés. Rien. Un lourd silence remplit la pièce, rompu seulement par le tic-tac lointain d'une horloge murale et les bruits étouffés d'enfants jouant quelque part dans l'orphelinat. « La marque, » dit finalement Jacques, essuyant ses yeux du revers de sa main. Derrière l'oreille de Zoé. Elle est identique à celle de Sophie. La même que j'ai, celle que ma mère avait. Nathalie se leva lentement, traversant la pièce pour s'asseoir à côté de lui. « Jacques, » dit-elle doucement, « vous pensez que... » « Je ne sais pas, » l'interrompit-il, la voix tremblante. « Je ne peux pas me permettre d'espérer sans être sûr. Mais cette marque... » Il prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son sang-froid. « Je dois enquêter.
discrètement. S'il y a la moindre chance... » Un cri de joie résonna dans le couloir, probablement les jumelles montrant la montre à quelqu'un. Le son transperça Jacques comme une flèche. « Je reviendrai demain, » dit-il en se levant sur des jambes chancelantes. « Je leur ai promis que je reviendrais pour voir si leur vœu s'était réalisé, de toute façon. » Nathalie le raccompagna jusqu'à la porte, observant comment ses épaules, autrefois droites et imposantes, semblaient maintenant porter le poids du monde. Dans la voiture de luxe, Jacques laissa enfin ses émotions le submerger complètement. De profonds sanglots secouèrent son corps alors que des images se brouillaient dans son esprit. Le bébé Sophie, Élise la berçant, la maison vide, la note sur la table. Et maintenant, les jumelles, Zoé et Chloé, avec leurs yeux verts, si semblables à ceux d'Élise, et cette marque, ce minuscule croissant qui avait hanté ses rêves pendant des décennies. « À l'hôtel, monsieur » demanda discrètement le chauffeur. Jacques sécha ses yeux, jetant un dernier regard à l'orphelinat par la fenêtre de la voiture. Dans la cour, 2 petites silhouettes en robe jaune faisaient un timide signe de la main, tenant toujours sa montre entre elles. « Non » répondit-il, sa voix retrouvant une nouvelle détermination. « Au bureau de Maître Renaud. J'ai une enquête à lancer. » Alors que la voiture s'éloignait sur le chemin de gravier, Jacques toucha instinctivement son propre grain de beauté en forme de croissant derrière son oreille. Après 30 ans de recherche de réponses, le destin l'avait-il enfin mené à elle? Et si c'était vrai, comment expliquerait-il aux filles que leur monde était sur le point de changer pour toujours? La cloche de l'orphelinat sonna au loin, son son porté par le vent, comme une promesse de retour. Jacques ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Demain serait un autre jour, et peut-être le début d'une nouvelle histoire, celle qui avait commencé il y a 3 décennies avec une perte dévastatrice et qui, maintenant, par un miracle du destin, pourrait avoir une seconde chance. La suite présidentielle de l'hôtel Legrand semblait étouffante cette nuit-là, malgré son espace et son mobilier luxueux. Jacques desserra sa cravate avec des doigts tremblants, laissant sa veste tomber sur un fauteuil en cuir. L'horloge murale indiquait 23h47, mais le sommeil était la dernière de ses préoccupations. Il se versa un whisky, les glaçons cliquetant contre le cristal comme des cloches lointaines. Ses yeux errèrent vers la valise ouverte sur le sol, s'attardant sur la vieille mallette en cuir qu'il portait toujours avec lui. 21 minutes plus tard, le contenu de la mallette était étalé sur le lit king size, album de famille, documents jaunis, coupures de presse, domicile des Dubois, Paris, 2020. Tu ne peux pas être sérieuse. La voix de Sophie résonnait dans la salle à manger, se répercutant contre les lambris d'acajou. Ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, brillaient de colère. « J'ai 25 ans maintenant, papa. Tu ne peux plus contrôler ma vie. » Jacques frappa du poing sur la table, faisant vibrer la porcelaine fine. « Contrôler? J'essaie de te protéger. Ce musicien n'a rien à t'offrir que des rêves vides et des promesses de tournées en Amérique du Sud. Michel est plus que ça, et tu le sais. » Sophie passa ses mains dans ses cheveux bruns, un geste qu'elle faisait toujours lorsqu'elle était frustrée. « Il me rend heureuse. Pourquoi cela ne te suffit-il pas ?» Jacques retourna au présent, ses mains agrippant le verre de whisky. Cette nuit, cette maudite nuit qui avait tout changé. Comment n'avait-il pas vu les signes? Comment n'avait-il pas réalisé que sa fille était vraiment amoureuse? Il prit l'un des albums, ses pages lourdes de souvenirs de temps plus heureux. Sophie enfant, souriant avec une dent en moins. Sophie adolescente, fière dans sa tenue de tennis. Sophie à sa remise de diplôme de la Sorbonne, diplôme dans une main et larmes de joie dans les yeux. « Tu es comme ta mère », les mots étaient sortis de sa bouche comme du venin. Toujours à choisir le chemin le plus difficile, toujours à défier le bon sens. Le visage de Sophie pâlit. N'ose pas la mentionner. Tu ne t'es jamais remis de son départ, n'est-ce pas? Et maintenant, tu veux me garder ici, comme si j'étais son remplacement. Sophie, Non. Elle recula, des larmes coulant sur son visage. J'en ai assez, papa.
Michel et moi partons au Brésil la semaine prochaine. N'essaie pas de m'arrêter. » Une larme tomba sur la photographie que Jacques tenait, et il réalisa qu'il pleurait. Sur cette dernière photo ensemble, prise lors d'un déjeuner dominical qui semblait ordinaire, Sophie souriait à l'appareil photo, les cheveux relevés en une queue de cheval décontractée. Et là, partiellement visible derrière son oreille, le petit grain de beauté en forme de croissant. « Si tu franchis cette porte, avait-il dit, la voix tremblante de colère et de peur, ne prends pas la peine de revenir. » Sophie marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Un instant, le silence fut assourdissant. Puis, sans se retourner, elle dit « Au revoir, papa. » Le bruit du verre se brisant contre le mur ramena brusquement Jacques à la réalité. Des éclats de cristal et de whisky maculaient le papier peint coûteux, mais il le remarqua à peine. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait le téléphone. « Maître Renaud, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de vos services. C'est à propos de ma fille. » Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre panoramique qui surplombait la ville endormie. Quelque part là-dehors, peut-être pas si loin, 2 petites jumelles dormaient dans leurs lits simples à l'orphelinat, ignorant à quel point leur vie pourrait être sur le point de changer. Oui, toute information sur Sophie Dubois au cours des 5 dernières années, surtout tout ce qui concerne le pays où elle a voyagé. Il fit une pause, passant une main sur son visage fatigué. « Et j'ai aussi besoin que vous enquêtiez sur un musicien nommé Michel. Je n'ai pas son nom de famille, mais il a dû voyager avec elle. » En écoutant la réponse à l'autre bout du fil, ses yeux tombèrent sur une coupure de presse jaunie. Le titre annonçait la disparition d'Élise et du bébé Sophie, 30 ans plus tôt. À côté, une photo plus récente montrait sa fille adulte, souriant, lors d'un événement caritatif. Non, maître, cette fois, c'est différent. Jacques toucha son propre grain de beauté, sentant son cœur battre plus vite. Je crois que j'ai retrouvé mes petites filles. Le reste de la nuit s'éternisa. Jacques resta éveillé, revivant chaque instant de cette dispute, chaque mot dur prononcé, chaque occasion manquée de dire « Je suis désolé » ou « Je t'aime ». Les photographies éparpillées sur le lit racontèrent l'histoire d'une famille déchirée, 2 fois. D'abord par le départ d'Élise, puis par celui de Sophie. À 5 heures du matin, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à peindre l'horizon, Jacques était toujours dans son fauteuil, tenant la dernière photo qu'il avait de Sophie. Ses doigts traçaient le contour de son visage, si semblable à celui des jumelles. « Pardonne-moi, ma fille, » murmura-t-il dans le silence de la pièce. « S'il te plaît, laisse-moi réparer les choses. » Le jour se levait, apportant avec lui la promesse de réponse et peut-être de rédemption. Dans quelques heures, il retournerait à l'orphelinat, comme il l'avait promis aux jumelles. Mais maintenant, la visite portait un poids différent. Il ne s'agissait plus seulement de philanthropie ou de 2 petites filles seules qu'il avait captivées. Il s'agissait de seconde chance, de famille, d'amour. Jacques se leva et se dirigea vers la salle de bain pour se préparer pour une nouvelle journée. Dans le miroir, ses yeux rouges et son visage marqué par l'insomnie racontaient l'histoire de ses batailles intérieures. Mais il y avait autre chose là aussi, la détermination. « Je vais te retrouver, Sophie, » promit-il à son reflet. « Et cette fois, je ne te laisserai pas partir. » Le soleil éclata enfin à l'horizon, baignant la pièce d'une lumière dorée. Quelque part dans l'hôtel, un téléphone se mit à sonner. C'était Maître Renaud, avec les premiers éléments de l'enquête. La recherche de la vérité ne faisait que commencer. Le bureau de Maître Renaud occupait le dernier étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Jacques contemplait la ville qui s'éveillait à travers les grandes fenêtres, tandis que l'avocat étudiait les photos et les documents étalés sur son bureau en acajou. « Alors, ce sont les jumelles », commenta Renaud, ajustant ses fines lunettes en examinant les photos que Jacques avait discrètement prises la veille. « La ressemblance est remarquable, monsieur Dubois. » Jacques se tourna vers le bureau, ses doigts tapotant nerveusement une tasse de café intacte. « J'ai besoin de réponses, maître. »
rapidement. S'il y a la moindre chance... Je vais commencer immédiatement, l'interrompit doucement Renaud, ses années d'expérience évidentes dans sa voix calme. J'ai des contacts qui peuvent retrouver les registres d'entrée et de déplacement de Sophie. Le nom du musicien, Michel, nous donne également un point de départ. Et pour les jumelles, nous travaillerons sur plusieurs fronts. Actes de naissance, dossiers médicaux, l'assistante sociale qui les a amenées à l'orphelinat. Renaud prit quelques notes sur sa tablette. Mais vous devez comprendre, monsieur Dubois, la discrétion est vitale. Si ces filles sont bien vos petites filles, tout mouvement brusque pourrait compliquer la situation juridique. Jacques hocha la tête, vérifiant sa montre, la même qui avait maintenant une signification particulière. « Je dois retourner à l'orphelinat. J'ai promis aux filles. »« Gardez votre routine, » acquiesça Renaud. « Laissez-moi m'occuper de l'enquête. Je vous appellerai dès que j'aurai des informations. » Le trajet vers l'orphelinat semblait différent ce matin-là. Jacques regardait le paysage rural avec de nouveaux yeux, se demandant si Sophie avait parcouru ces mêmes routes. La berline de luxe se gara dans la cour de gravier, et avant qu'il ne puisse sortir, il entendit des voix d'enfants acclamer. « Il est revenu! Le papillon est revenu !» Zoé et Chloé coururent à sa rencontre, toujours en parfaite synchronisation, leurs robes bleu pâle flottant autour d'elles. Jacques sentit son cœur se serrer en remarquant que le sourire de Chloé était exactement comme celui de Sophie quand elle était enfant. « Bonjour mes petites », sourit-il en s'accroupissant à leur niveau. « Comment va notre ami magique ?» Les jumelles tendirent de soigneusement la montre qu'elles avaient de garder en sécurité toute la nuit. « Elle a dansé dans nos rêves », murmura Zoé. « Elle nous a raconté des contes de fées », ajouta Chloé, ses yeux verts brillant d'une manière qui fit déglutir Jacques. Nathalie les observait depuis le seuil de la porte, remarquant comment Jacques étudiait chaque mouvement des filles, comment ses yeux suivaient leurs gestes avec une intensité presque douloureuse. Elle s'approcha lentement du groupe. « Monsieur Dubois, c'est bon de vous revoir. » Nathalie se redressa-t-il, retrouvant son sang-froid. « Pourrions-nous parler de ces améliorations dont nous avons discuté hier ?» Dans son bureau, Nathalie ouvrit l'enveloppe que Jacques lui tendit. Ses yeux s'écarquillèrent devant le montant du chèque. « C'est incroyablement généreux. »« Je veux que vous commenciez par la cour, » dit Jacques, sa voix professionnelle mais remplie d'émotion. « Les enfants méritent un endroit sûr pour jouer. Et peut-être, hésita-t-il, nous pouvons commencer par rénover les dortoirs aussi. La chambre des jumelles a des fuites particulièrement importantes, » mentionna nonchalamment Nathalie, observant la réaction de Jacques. « Parlez-moi de leur arrivée, » demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. Ce devait être une nuit mémorable. Nathalie se pencha en arrière dans son fauteuil, pensive. Il pleuvait à verse. Madame Hélène venait de faire du chocolat chaud pour les enfants. L'assistante sociale, Hélène, je crois, avait l'air épuisée. Elle a dit que les filles avaient été trouvées à la gare centrale, seulement avec un sac à dos violet. « Violette » interrompit vivement Jacques. « Avec des papillons brodés dessus ?» Nathalie fronça les sourcils. « Oui, comment le saviez-vous » Jacques se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, les jumelles jouaient avec d'autres enfants, bien qu'elles maintiennent toujours leur petite bulle. « Sophie en avait un comme ça, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Elle l'emportait partout à l'université. Le reste de la journée passa dans un flou. Jacques alternait entre observer les jumelles jouer et avoir des conversations apparemment décontractées avec le personnel. Chaque nouvelle information semblait confirmer ses soupçons. La façon dont Zoé plissait le nez en souriant, identique à Sophie. La façon dont Chloé penchait la tête en se concentrant, un geste que sa fille faisait tout le temps. À 17h, lorsque la cloche annonça le dîner, les jumelles dirent à contre-cœur au revoir à Jacques. « Vous reviendrez demain » demanda Zoé en tenant un côté de la montre. « Pour raconter d'autres histoires » ajouta Chloé en tenant l'autre côté. « Bien sûr que je reviendrai » promit-il, résistant à l'envie de les serrer dans ses bras. Le papillon a encore beaucoup de secrets à partager. Alors que la voiture de luxe s'éloignait, Nathalie observait depuis la fenêtre de son bureau.
Quelque chose se passait, quelque chose de plus grand qu'une simple œuvre de charité. La façon dont Jacques regardait les jumelles, comment ses mains tremblaient légèrement quand elles étaient prêtes, comment ses yeux se remplissaient de larmes en les regardant jouer. Son téléphone vibra dans sa poche juste au moment où la voiture disparaissait au détour du virage. Monsieur Dubois, la voix de maître Renaud, semblait urgente. « Nous avons trouvé quelque chose. L'assistante sociale, Hélène Martinez, sans lien de parenté avec moi, a été localisée. Et il y a plus. Nous avons découvert des registres d'une Sophie Dubois entrant dans le pays il y a 5 ans, accompagnée d'un musicien nommé Michel Oliva. » Jacques sentit son cœur s'arrêter un instant. Et ils se sont installés en ville pendant un certain temps. Sophie a enseigné l'anglais pendant quelque temps. Puis, il y a environ 3 ans, elle apparaît dans les registres d'un hôpital privé, au service de maternité. Le monde sembla tourner autour de Jacques, sa main agrippant le téléphone. « Continuez. »« Monsieur Dubois. » Maître Renaud fit une pause dramatique. Elle a donné naissance à des jumelles. Maître Renaud étala une série de photographies et de documents sur son bureau. L'aube commençait à peine à colorer le ciel, mais Jacques était déjà là, les yeux rouges d'une autre nuit blanche. « Sophie est arrivée dans ce pays en septembre 2020, commença Renaud, pointant un registre d'immigration avec Michel Oliva. Ils se sont d'abord installés dans une petite ville où son groupe avait quelques concerts. Jacques prit une photo délavée d'un bar. Sur une scène improvisée, un groupe de musiciens jouait, et parmi eux, il reconnut l'homme que sa fille avait choisi. Cheveux noirs, guitare à la main, un sourire facile. « Ça s'appelle le coin cosy », expliqua Renaud. Sophie enseignait l'anglais le jour et aidait au bar le soir. Les employés l'adoraient. Ils disaient qu'elle chantait tout le temps en travaillant. « Arrête ça, papa !» Sophie, adolescente, riait en dansant dans la cuisine. « Ma voix n'est pas si mauvaise. »« Pire !» taquinait Jacques, faisant semblant de se boucher les oreilles alors qu'elle fredonnait une chanson des Beatles. « Monsieur Dubois ?» La voix de Renaud le ramena. « Vous allez bien ?»« Continuez, » marmonna Jacques, la gorge serrée par les souvenirs. Ils sont restés dans cette ville pendant 8 mois. Après cela, ils ont suivi les concerts du groupe, se déplaçant d'une ville à l'autre. Sophie trouvait du travail partout, école d'anglais, café, même une librairie. Jacques examina les registres d'emploi, le cœur lourd. Sophie, diplômée de la Sorbonne, servant des tables et donnant des cours particuliers. Sa princesse, qui aurait pu prendre la vice-présidence des entreprises Dubois, menant une vie nomade de ville en ville. Dans la capitale, les choses ont changé, continua Renaud, son ton devenant plus sombre. Le groupe a obtenu un contrat plus stable et Sophie a commencé à travailler dans une école internationale. On aurait dit qu'il s'installait enfin. Et puis, Michel est mort. Renaud fit glisser une coupure de presse sur le bureau. Un accident de moto. Sophie était enceinte de 4 mois. Jacques ferma les yeux, une vague de nausée le frappant. Sa fille, seule, enceinte, dans un pays étranger, et il n'en avait aucune idée. Elle a déménagé dans une ville plus petite après ça, poursuivit doucement Renaud. A trouvé un emploi dans une école locale. Les jumelles y sont nées. Et ensuite, Jacques pouvait à peine parler. La piste se brouille. Il y a des registres la plaçant dans une ville à environ 50 km de l'orphelinat, il y a environ 3 ans. Elle travaillait dans un café appelé la Maison des Fleurs. Jacques se leva brusquement. « Je veux y aller, tout de suite. » Le café. La Maison des Fleurs était un petit endroit confortable, avec des tables en bois rustique et l'arôme persistant du café fraîchement moulu. La propriétaire, une femme aux cheveux gris nommée Madame Caron, reconnut immédiatement la photo de Sophie. Oh, Sophie, une si gentille fille. Ses yeux s'illuminèrent. Elle est arrivée ici avec 2 magnifiques petites filles, identiques. Travaillait dur, vous savez, toujours souriante, toujours chantant pour les petites. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Jacques, la voix tremblante. « Elle est restée ici environ 3 mois. Puis, eh bien, elle semblait inquiète à propos de quelque chose, ou de quelqu'un. » Madame Caron fronça les sourcils, essayant de se souvenir. «
Un jour, elle n'est tout simplement pas venue travailler, a juste laissé un mot de remerciement. Je ne l'ai jamais revue. Jacques retourna à la voiture, sentant le poids de chaque nouvelle révélation. Sophie avait été si proche, se battant, survivant, élevant ses filles seule. Et où était-il? Enfermé dans son manoir à Paris, trop amer pour même essayer de la retrouver. Plus tard dans l'après-midi, il retourna à l'orphelinat. Zoé et Chloé jouaient dans la cour fraîchement rénovée, leur rire résonnant dans l'air. Il les regardait avec de nouveaux yeux, voyant Sophie dans chaque geste, chaque expression. « Papy Jacques !» crièrent-elles à l'unisson en le voyant, et son cœur faillit s'arrêter. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, copiant probablement la façon dont d'autres enfants s'adressaient aux visiteurs plus âgés. Mais le titre le frappa comme un éclair. « Regarde ce qu'on a dessiné !» Zoé tendit un papier couvert de papillons colorés. « Ils sont magiques, comme celui sur ta montre, » expliqua Chloé, ses yeux verts, les yeux de Sophie, brillants d'excitation. Jacques s'agenouilla sur l'herbe, ignorant le coût de son costume italien, laissant les filles lui montrer chaque détail de leur dessin. Chaque papillon avait une histoire, chaque couleur une signification particulière. « Notre maman aimait les papillons aussi, » dit nonchalamment Zoé, et Jacques se figea. « Oui, » approuva Chloé, elle disait toujours qu'ils étaient des messagers de la magie. « Vous vous souvenez d'elle » demanda doucement Jacques, le cœur battant dans sa poitrine. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse, si naturelle pour elles. « Parfois, » murmura Zoé, « quand on dort. » Elle chantait, ajouta Chloé, toujours en chantant. « Here comes the sun » termina Jacques dans un murmure. Les yeux des filles s'écarquillèrent. « Vous connaissez ?»« Oui, » répondit-il, des larmes coulant librement sur ses joues. « Oui, je connais. » Cette nuit-là, après avoir quitté l'orphelinat, Jacques passa des heures dans sa chambre d'hôtel à revoir chaque document, chaque photo, chaque indice du voyage de Sophie. Une histoire de courage, de résilience et d'amour se déroulait devant lui. Sa fille, luttant pour survivre, pour protéger ses bébés, pour construire une vie loin du contrôle étouffant qu'il avait autrefois essayé d'imposer. Son téléphone sonna juste avant minuit. C'était Renaud. « J'ai retrouvé l'assistante sociale, Hélène. Elle a accepté de nous rencontrer demain. » Une pause. « Monsieur Dubois, elle dit qu'elle a quelque chose d'important à nous dire. Quelque chose sur la nuit où elle a déposé les jumelles à l'orphelinat. » Jacques regarda le dessin de papillon que les filles lui avaient donné, maintenant scotché au mur de l'hôtel. « Demain, alors, » répondit-il, la détermination dans la voix. « Je vais découvrir ce qui t'est arrivé, Sophie, et je vais tout arranger, je le promets. » La salle de réunion de l'hôpital Sainte-Marie semblait trop petite pour contenir le poids des mots suspendus dans l'air. Jacques était assis, rigide, sur l'une des chaises en plastique, tandis que maître Renaud parcourait les dossiers médicaux avec la directrice de l'hôpital, le docteur Béatrice Miller. « Les dossiers confirment », dit doucement le docteur Miller en ajustant ses lunettes. Sophie Dubois a été admise le 15 mars 2022, présentant des complications graves dans sa grossesse gémellaire. Jacques prit le dossier qu'on lui tendait avec des mains tremblantes. La photo de Sophie dans le dossier médical le frappa comme un coup de poing. Son visage était plus mince, mais ses yeux, ces mêmes yeux verts qu'il voyait maintenant chez Zoé et Chloé, brillaient toujours de détermination. « Elle est arrivée seule », continua le médecin, son ton professionnel masquant à peine sa compassion. « Elle logeait dans une pension voisine. La propriétaire l'a amenée ici quand elle a commencé à avoir des convulsions. Papa, la voix de Sophie résonna dans sa mémoire de ce dernier appel téléphonique, il y a 5 ans. « Je sais que tu n'approuves pas mes choix, mais... » Il avait simplement raccroché. « Monsieur Dubois ?» Maître Renaud lui toucha doucement l'épaule. « Voulez-vous faire une pause ?» Jacques secoua la tête, avalant la boule dans sa gorge. « Continuez. » Le docteur Miller ouvrit un autre fichier sur son ordinateur. Sophie a développé une prééclampsie sévère. Nous avons essayé de la stabiliser, mais... Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Les jumelles ont dû naître prématurément.
Les pages suivantes du rapport médical se brouillèrent devant les yeux de Jacques. Des mots comme hémorragie, complications post-partum et arrêt cardiaque lui sautaient aux yeux comme des accusations. Elle. Jacques ne put finir la phrase. Sophie a tenu assez longtemps pour voir ses filles, dit doucement le docteur Miller. Elle les a nommées Zoé et Chloé. Elle a pu les tenir dans ses bras pendant quelques minutes. Et puis... Jacques se leva brusquement, titubant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la vie continuait normalement. Des médecins se pressant sur le parking, des familles entrant et sortant, des ambulances arrivant. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner alors que sa fille, que Sophie... Les bébés sont restés en soins intensifs néonatals pendant 2 semaines. La voix du médecin semblait très lointaine. Elles étaient petites, mais fortes, comme leur mère. Il y avait une lettre, ajouta doucement maître Renaud. Sophie l'a laissée à l'infirmière en chef au cas où quelque chose arriverait. Une enveloppe jaunie fut placée sur la table. Jacques reconnut instantanément l'écriture de Sophie, la même qui laissait autrefois des mots d'amour dans son bureau quand elle était enfant. « Cher papa, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas été assez forte. Je suis tellement désolé pour tout. Pour les années de silence, pour mon entêtement, pour ne pas être revenu quand Michel est mort. Mes filles auront besoin de toi maintenant. Je sais que tu as encore de l'amour à donner, papa. Je l'ai vu, même dans nos moments les plus difficiles. S'il te plaît, trouve-les, prends soin d'elles, aime-les comme tu m'as aimé. Elles sont spéciales, papa. Zoé a ce même grain de beauté, tu sais, celui qui est dans notre famille. Et Chloé, elle plisse le nez exactement comme maman le faisait quand elle souriait. Pardonne-moi de ne pas avoir été la fille que tu voulais, mais sache que même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sophie. Des larmes coulaient maintenant librement, tachant le papier. Jacques enregistra à peine que le docteur Miller expliquait comment le système avait finalement placé les jumelles à l'orphelinat, comment les fonctionnaires avaient tenté de localiser une famille sans succès. Monsieur Dubois, maître Renaud le ramena au présent. Il y a autre chose que vous devez voir. Une vidéo de sécurité de l'hôpital commença à jouer sur l'ordinateur du docteur Miller. La date était d'il y a 3 ans. Sur les images en noir et blanc, Sophie était assise dans un fauteuil roulant dans le jardin de l'hôpital, ses mains reposant protectrices sur son ventre proéminent. Elle fredonnait quelque chose, le visage serein malgré les signes évidents de fatigue. L'audio est de mauvaise qualité, commenta le médecin, mais l'infirmière a dit que c'était toujours la même chanson. « Here comes the sun », murmura Jacques. La même chanson qu'il lui chantait au coucher quand elle était petite. La même chanson que les jumelles avaient mentionnée. Le reste de la journée passa dans un flou. Jacques erra dans les couloirs de l'hôpital, s'arrêtant dans le jardin où Sophie avait été dans la vidéo. Il s'assit sur le même banc, imaginant sa fille là, seule, portant ses bébés, leur chantant jusqu'à la toute fin. Quand il retourna enfin à l'orphelinat, le soleil se couchait. Zoé et Chloé jouaient sur le nouveau terrain de jeu que son don avait permis de construire, leur rire résonnant dans la cour comme de la musique. « Papy Jacques !» crièrent-elles en le voyant, courant vers lui. Cette fois, Jacques ne put retenir ses larmes en les serrant dans ses bras. Leur nez plissé quand elles souriaient, le grain de beauté derrière l'oreille de Zoé, la façon dont Chloé penchait la tête, chaque détail était un pont entre le passé et le présent, la perte et l'espoir. « Raconte-nous une autre histoire sur le papillon magique » demanda Zoé. « Celle qui parle de retrouver son chemin vers la maison » ajouta Chloé. Jacques tint leurs petites mains, sentant le poids de 3 générations d'amour, de perte et de rédemption. « Bien sûr, mes petites, » répondit-il, la voix brisée. « Je vous raconterai toutes les histoires du monde. » Cette nuit-là, assis dans sa chambre d'hôtel, Jacques relut la lettre de Sophie des dizaines de fois. Chaque mot était comme un couteau dans son cœur, mais aussi un baume. Sa fille l'avait pardonné. Elle lui avait confié la chose la plus précieuse de sa vie. Il prit le téléphone, composant un numéro familier. « Maître Dubois, c'est Jacques Dubois. J'ai besoin que vous prépariez tous les papiers pour une procédure d'adoption. »
Oui, j'ai retrouvé mes petites filles. » Et cette fois, il regarda la photo de Sophie dans son portefeuille. « Cette fois, je ne vais manquer aucun moment précieux. » Dehors, la lune brillait sur la ville endormie. Et quelque part là-haut, Jacques en était certain, Sophie souriait. Le soleil était à peine levé quand Jacques arriva à l'orphelinat le lendemain matin. Il s'assit sur l'un des bancs de la cour rénovée, regardant la rosée briller sur l'herbe fraîchement coupée. Dans ses mains, un vieil album photo semblait lourd comme du plomb. « Papa, regarde, j'ai réussi. » Sophie, 5 ans, pédalait sur son premier vélo sans roulette, ses cheveux bruns volant au vent, son sourire radieux de fierté. « Je te vois, princesse, tu es incroyable. » Le bruit de petits pas le ramena au présent. Zoé et Chloé traversèrent la cour en direction de la salle à manger pour le petit déjeuner, leurs couettes se balançant en parfaite synchronisation. En le voyant, leurs visages s'illuminèrent. « Papy Jacques !» s'exclamèrent-elles à l'unisson en courant vers lui. « Tu es venu prendre le petit déjeuner avec nous ?» Son cœur se serra au titre qu'elles avaient si naturellement adopté. Si seulement elles savaient à quel point elles avaient raison. « Bien sûr que oui, » répondit-il en rangeant discrètement l'album, « si Madame Hélène n'y voit pas d'inconvénient, bien sûr. » Dans la salle à manger animée, Jacques regarda les jumelles manger leurs céréales. Zoé séparait soigneusement les morceaux de fruits colorés, tout comme Sophie le faisait. Chloé soufflait sur son lait chaud avec la même expression concentrée que sa fille avait en étudiant pour ses examens. « Papa, tu exagères. » Sophie, adolescente, roulait des yeux, mais elle souriait. « C'est juste une soirée pyjama. »« On n'est jamais trop prudent avec la sécurité de ma princesse, » répondait-il en vérifiant 3 fois les numéros d'urgence. « Papy Jacques » la petite voix de Chloé coupa ses pensées. « Pourquoi ? Pourquoi tu pleures ?» Il n'avait pas réalisé que des larmes coulaient sur son visage. « Parfois, » dit-il doucement, « les grandes personnes pleurent aussi quand elles sont heureuses. » Nathalie observait depuis la porte de la salle à manger, l'inquiétude plissant son front. Après le petit déjeuner, quand les filles partirent pour leur leçon, elle appela Jacques dans son bureau. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle avec hésitation, « j'ai remarqué que vous passez beaucoup de temps ici, surtout avec les jumelles. » Jacques prit une profonde inspiration. Il était temps de partager, au moins une partie de la vérité. « Nathalie, » dit-il, la voix tremblant légèrement, « j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos de ma fille, Sophie. » Au cours des 2 heures suivantes, Jacques raconta son histoire. Il parla de leur dernière dispute, des années de silence, de la découverte dévastatrice à l'hôpital. Il lui montra la lettre de Sophie, ses mains tremblant, en lui passant le papier usé d'avoir été lu si souvent. « Oh mon Dieu !» murmura Nathalie, des larmes aux yeux. « Alors, ce sont... »« Mes petites filles, » termina Jacques, la voix brisée. « Mes seules petites filles. Et je ne savais même pas qu'elles existaient jusqu'à maintenant. » Nathalie se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les jumelles jouaient pendant la récréation, leurs robes identiques flottant dans la brise. « Elles chantent, » dit-elle doucement, chaque soir avant de s'endormir. Toujours la même chanson. « Here comes the sun » murmura Jacques, un sanglot s'étranglant dans sa gorge. « Papa, cette chanson est à nous » déclarait Sophie, 6 ans, sérieusement. « Promets que ce sera toujours notre chanson, je le promets, princesse. »« Pour toujours. »« Je veux les adopter, » déclara Jacques, sa voix gagnant en force pour la première fois ce matin-là. « Leur donner le foyer que Sophie voulait qu'elles aient, la famille qu'elle... » Sa voix se brisa et Nathalie posa une main réconfortante sur son épaule. « Jacques, » dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois, « ce n'est pas si simple. Il y a des procédures légales, des évaluations psychologiques, des périodes d'adaptation. »« Je ferai tout ce qu'il faut, » l'interrompit-il, déterminé. « J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu Sophie. Je ne vais pas perdre un instant de plus avec elle. » Un cri de joie traversa la fenêtre. Zoé venait de faire une roue sur la pelouse, avec Chloé qui applaudissait avec enthousiasme. « Regardez-les, » murmura Jacques, plus pour lui-même que pour Nathalie. « Elles sont si pleines de vie, de joie,
même après tout ce qu'elles ont traversé, comme Sophie. « Tu ne peux pas tout contrôler, papa. » Les derniers mots de Sophie résonnaient dans son esprit. « La vie n'est pas l'une de tes entreprises. Je ne ferai pas les mêmes erreurs, dit-il à voix haute. Cette fois, ce sera différent. » Nathalie soupira, sortant un dossier de son tiroir. « Je vous donnerai les contacts des travailleurs sociaux assignés à leur cas. »« Mais, Jacques, hésita-t-elle, vous devez être sûr. Ces filles ont déjà tant perdu. Elles ne peuvent plus perdre personne. » Jacques hocha la tête, les yeux fixés sur les jumelles qui jouaient dehors. Zoé essayait maintenant d'apprendre à Chloé à faire la roue, leurs éclats de rire se mêlant au chant des oiseaux. « Sophie m'a demandé de prendre soin d'elle, » dit-il en touchant la poche où il gardait sa lettre. C'était son dernier souhait, son dernier acte d'amour et de pardon. Cet après-midi-là, assis sur la nouvelle balançoire dans la cour de récréation, avec une jumelle de chaque côté, Jacques écoutait attentivement alors qu'elle lui racontait leur journée. « Et puis la maîtresse a dit que j'avais dessiné les plus jolis nuages de la classe, » s'exclama Zoé. « Mais mes arbres ont eu des étoiles d'or, » ajouta Chloé. « Papa, regarde, j'ai eu un A en art. » Une jeune Sophie rayonnante en montrant un dessin de la famille. « La maîtresse a dit que j'ai du talent. »« Vous êtes toutes les deux très talentueuses, » sourit Jacques, avalant la boule dans sa gorge. Tout comme... Il s'arrêta, réalisant qu'il avait failli en dire trop. Mais les filles ne remarquèrent rien, déjà distraites par un groupe de papillons qui passait. « Papy Jacques ?» demanda soudainement Zoé, sa voix sérieuse. « Tu continueras à revenir, n'est-ce pas ?»« Pour toujours » ajouta Chloé, ses yeux, les yeux de Sophie, fixés sur lui. Jacques sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. « Oui, mes petites, » promit-il, sa voix stable malgré les larmes. « Je serai toujours là, toujours. » Cette nuit-là, après que les jumelles se soient endormies, Jacques resta dans la cour de l'orphelinat, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel. L'album photo était ouvert sur ses genoux, la dernière photo qu'il avait prise avec Sophie se reflétant dans la lumière de la lune. « Pardonne-moi, ma fille, » murmura-t-il à la nuit. « Pardonne ce vieil homme insensé qui a mis si longtemps à réaliser ce qui compte vraiment. » Une douce brise effleura les pages de l'album, et un instant, Jacques aurait juré entendre le rire de Sophie mêlé au vent. À l'intérieur, par la fenêtre ouverte du dortoir, les voix des jumelles flottaient doucement. « Here comes the sun, do 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 do. » Jacques sourit à travers les larmes. Peut-être que certaines chansons sont vraiment destinées à résonner à travers les générations. Peut-être que certaines histoires méritent vraiment une seconde chance. Sortant son téléphone, il tapa un message à son avocat. « Commencez la procédure d'adoption. Je suis prêt. » Les étoiles brillaient maintenant plus fort, comme si elles approuvaient sa décision. Quelque part là-haut, Jacques en était sûr. Sophie souriait aussi. Le bureau de l'avocate spécialisée en droit de la famille, maître Helena Renaud, était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de la climatisation. Jacques la regarda étudier les résultats du test ADN, ses yeux expérimentés parcourant les chiffres et les graphiques qui confirmaient ce que son cœur savait déjà. Certitude à 99,999%, annonça-t-elle en ajustant ses lunettes. Zoé et Chloé sont sans aucun doute vos petites filles biologiques. Jacques ferma les yeux un instant, laissant la confirmation scientifique s'installer. Le test discret, des échantillons de cheveux prélevés lors d'une de leurs séances de jeu, avait transformé sa certitude émotionnelle en un fait documenté. Et maintenant, sa voix semblait rauque dans le silence. « Maintenant, nous commençons le vrai travail, » répondit Helena en ouvrant un dossier plein de documents. « Les adoptions par les grands-parents ont leurs nuances. Nous devrons prouver votre capacité financière, votre stabilité émotionnelle et l'adéquation de l'environnement familial. » Jacques hocha la tête, son esprit vagabondant vers le manoir du Bois à Paris, qui subissait déjà d'importantes rénovations. L'ancienne chambre de Sophie, intacte depuis 5 ans, serait transformée en un espace pour les jumelles. « Cette nuance de rose est parfaite », s'exclamait Sophie adolescente en supervisant la peinture de sa chambre. « Papa, tu dois admettre que j'avais raison.
Comme toujours, princesse, souriait-il, faisant semblant de ne pas remarquer les taches de peinture sur son costume coûteux. Monsieur Dubois, la voix d'Héléna le ramena. « Vous m'écoutez » ? « Pardon » murmura-t-il en ajustant sa cravate. « Je me souvenais juste. » Plus tard dans la journée, lors de sa première rencontre avec le docteur Paula Adams, une thérapeute recommandée par Héléna, Jacques affronta ses peurs les plus profondes. « Et si je les déçois comme j'ai déçu Sophie ?» murmura-t-il. « Et si mon contrôle excessif, ma rigidité ?» Jacques, l'interrompit gentiment Paula, le simple fait que vous soyez ici, reconnaissant ces schémas, montre déjà une différence fondamentale. À l'orphelinat, des changements subtils mais significatifs avaient lieu. Zoé, habituellement la plus réservée des deux, courait maintenant vers lui dès son arrivée. Chloé avait pris l'habitude de garder des dessins spéciaux, juste pour lui. « Regarde, papy Jacques !» annonça Chloé un après-midi, tendant un dessin coloré. « C'est notre famille de papillons. » Jacques étudia le papier, le cœur se serrant à la vue de 3 grands papillons et de 2 petits, tous se tenant la main ou les ailes. « C'est toi, maman, mamie et moi et Zoé », expliqua-t-elle en pointant chaque figure. « Comment sais-tu pour maman et mamie ?» demanda prudemment Jacques. « On rêve », répondit Zoé en les rejoignant. « Elle nous chante des chansons quand on dort. » À Paris, le manoir Dubois se transformait. Jacques supervisait personnellement chaque détail de la rénovation, déterminé à créer un espace à la fois sûr et magique. « Les murs de leur chambre seront pastels », expliqua-t-il au décorateur, « et je veux une fresque de papillons ici. Non, plus colorée, elles adorent la couleur. » Dans le placard qui abritait autrefois des costumes italiens, il y avait maintenant de la place pour de petites robes et de minuscules chaussures. La bibliothèque austère gagna une section entière de livres pour enfants. Le jardin, autrefois impeccable, avait maintenant des coins cachés pour le jeu et l'exploration. Monsieur Dubois, remarqua un jour son majordome, « Gérard, en le regardant installer personnellement une balançoire dans le jardin, je ne vous ai jamais vu aussi impliqué dans un projet. » Jacques marqua une pause, essuyant la sueur de son front avec sa manche de chemise, une autre chose que l'ancien Jacques Dubois n'aurait jamais faite. « Cette fois, ça doit être parfait, Gérard. Elle mérite la perfection. » Pendant les séances de thérapie, d'autres peurs et insécurités émergèrent. « Et si elles me détestent quand elles apprendront toute la vérité ?» La voix de Jacques tremblait. « Quand elles réaliseront que j'aurais pu empêcher, si je n'avais pas été si fier. » Les enfants ont une capacité extraordinaire au pardon, le rassura le docteur Paula, surtout quand ils ressentent un amour réel. À l'orphelinat, Nathalie remarqua les changements subtils chez les jumelles. Elles avaient toujours leur monde privé, mais maintenant, ce monde semblait inclure une personne de plus. « Vous savez ce que Zoé m'a dit hier ?» partagea Nathalie avec Jacques lors d'une de ses visites. Que pour la première fois depuis leur arrivée, elles n'ont pas rêvé de leur mère en pleurs. Elles ont rêvé d'elle, souriante. Le cœur de Jacques se serra. « Et c'est bien, Jacques ?» sourit Nathalie. « Très bien. » Les semaines se transformèrent en mois. Les papiers d'adoption progressaient lentement à travers le système juridique. Jacques partageait son temps entre Paris et l'orphelinat, redessinant sa vie autour des besoins de ses petites filles. Un soir, assis dans son bureau à domicile, il lut le dernier rapport de la thérapeute. Monsieur Dubois démontre des progrès remarquables dans son processus de guérison et de préparation à la parentalité chez grand-parentalité. Son dévouement envers les jumelles est évident, tout comme son engagement à ne pas répéter les schémas passés. Je recommande fortement de poursuivre le processus d'adoption. À côté du rapport se trouvait un nouveau dessin des jumelles, une grande maison avec des papillons tout autour, 3 personnages se tenant la main dans le jardin. Une nouvelle maison, leur avait-il demandé quand elles le lui avaient redonnée ? Non, répondit Zoé avec cette sagesse inexplicable que les enfants ont parfois. C'est une vieille maison, nouvelle famille. Jacques prit son téléphone, composant le numéro d'Héléna. « Je suis prêt, dit-il simplement. Finalisons l'adoption.
Cette nuit-là, debout sur le seuil de la chambre des jumelles fraîchement décorée, Jacques se laissa imaginer l'avenir. Des matins bruyants, avec des rires résonnant dans des couloirs autrefois silencieux, des après-midi passés à faire les devoirs dans la bibliothèque, des nuits à raconter des histoires au coucher. « Tu as toujours été bon pour raconter des histoires, papa ?» La voix de Sophie résonnait dans sa mémoire. « Tu as juste besoin d'apprendre à écouter les histoires des autres aussi. »« J'apprends, ma fille, » murmura-t-il à la pièce vide. « Je suis enfin en train d'apprendre. » Sur son bureau, les papiers d'adoption attendaient ses signatures finales. À côté, une photo nouvellement encadrée. Lui et les jumelles dans la cour de l'orphelinat, tous trois souriant sincèrement, heureux. Dans le reflet de la fenêtre derrière eux, on aurait presque pu apercevoir une quatrième silhouette, souriante aussi. Mais peut-être n'était-ce que le soleil de l'après-midi jouant avec les ombres. Ou peut-être, pensa Jacques, était-ce Sophie, approuvant silencieusement ce nouveau chapitre qui était sur le point de commencer. Le bâtiment du tribunal de la famille était animé en ce lundi matin. Jacques ajusta sa cravate, sentant la gravité du moment alors qu'il parcourait les couloirs de marbre vers le bureau de la juge Carmen Rogers. Dans sa mallette, les documents lui accordant la garde officielle de Zoé et Chloé semblaient vibrer d'une vie propre. « Monsieur Dubois » le salua la juge, ses yeux expérimentés l'évaluant par-dessus des lunettes dorées. « J'avoue que votre cas m'intrigue. Ce n'est pas tous les jours qu'un PDG millionnaire décide d'adopter 2 enfants de 3 ans. Ce sont mes petites filles, votre honneur, répondit Jacques, la voix stable malgré ses nerfs. Les filles de Sophie. L'heure suivante fut un examen approfondi de sa vie. Chaque décision, chaque choix, chaque moment de sa relation troublée avec Sophie fut mis à nu et scruté. « Vous reconnaissez, demanda la juge à un moment donné, que votre historique de comportement contrôlant envers votre fille soulève certaines inquiétudes. » Jacques sentit la piqûre mais resta ferme. « Je le reconnais, votre honneur. C'est pourquoi je suis en thérapie depuis des mois, pour comprendre mes erreurs et éviter de les répéter. » Pendant ce temps, à l'orphelinat, le docteur Mary Peabody, la psychologue nommée par le tribunal, menait sa première séance avec les jumelles. La salle de jeu avait été transformée en un bureau temporaire avec du papier et des crayons de couleur étalés sur une table basse. « Parlez-moi de Papy Jacques » demanda-t-elle doucement, regardant les filles dessiner. « Il a un papillon magique » répondit Zoé sans hésiter, concentrée sur son dessin. « Qui raconte des histoires » ajouta Chloé, choisissant soigneusement un crayon bleu. « Et comment vous sentez-vous quand il est là ?» Les jumelles échangèrent un de leurs regards synchronisés avant de répondre à l'unisson. « En sécurité. » Dans la pièce voisine, Nathalie attendait son tour pour témoigner. Une fois appelée, sa voix trembla d'émotion en décrivant la transformation dont elle avait été témoin. « Au début, j'étais méfiante, admit-elle. Mais voir comment il interagit avec elle, comment il se soucie non seulement de leur bien-être physique, mais aussi de leurs sentiments, de leurs peurs et de leurs rêves, c'est comme si Jacques Dubois était devenu une personne complètement différente. La matinée s'étira jusqu'à l'après-midi, remplie d'autres entretiens et questionnaires. Jacques fournit une quantité infinie de documents sur sa situation financière et ses projets futurs pour les filles. « Vous comprenez ?» expliqua le docteur Richard Adams, l'assistant social, qu'élever 2 jeunes enfants nécessitera des changements importants dans votre routine. « J'ai déjà commencé à faire ces changements, » répondit Jacques, montrant des photos du manoir rénové. « Je me retire progressivement de la direction quotidienne des entreprises Dubois. Ma priorité maintenant, ce sont Zoé et Chloé. » Alors que le soleil commençait à se coucher, la première journée d'évaluation se termina. Jacques s'était épuisé, physiquement et émotionnellement, mais il avait encore un arrêt à faire. De retour à l'orphelinat, il trouva les jumelles dans le jardin, soufflant des bulles de savon qui scintillaient dans la lumière du crépuscule. En le voyant, elles accoururent, leur rire remplissant la cour. « Papy Jacques, regarde ce qu'on a fait aujourd'hui !» Elles l'entraînèrent dans la salle d'art où 2 peintures identiques séchaient. Une grande maison avec un jardin plein de papillons et 3 personnages se tenant la main. Un grand, 2 petits. « C'est notre famille !»
expliqua Zoé. Le docteur nous a demandé de dessiner notre endroit préféré, ajouta Chloé. Jacques sentit les larmes monter. C'est magnifique, mes petites, absolument magnifique. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, son téléphone sonna. C'était Helena, son avocate. Jacques, nous avons un problème. Un journaliste a eu vent du processus d'adoption. C'est en première page du site du Ledger du matin. Il soupira, anticipant les titres à sensation. Le milliardaire Jacques Dubois cherche une adoption controversée. Le sombre passé du magnate et de sa fille disparue. Occupez-vous-en, Helena, ordonna-t-il, retombant momentanément dans son ancien ton de PDG. Faites tout ce qu'il faut pour protéger la vie privée des filles. Dans sa chambre d'hôtel, Jacques passa des heures à revoir les événements de la journée. La télévision en sourdine, dans un coin, montrait des titres sur sa tentative d'adoption. Son téléphone vibrait constamment de demandes de commentaires de la part des journalistes. Il sortit de son portefeuille la dernière photo des jumelles, prise le dimanche précédent sur le nouveau terrain de jeu de l'orphelinat. Leurs sourires assortis, si semblables à ceux de Sophie, lui rappelèrent ce qui comptait vraiment. La presse sera implacable, avait prévenu Helena. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Elles sont tout ce qui me reste de Sophie, avait-il répondu. Ma chance de réparer les choses. Son téléphone vibra à nouveau. Un message entrant de Nathalie avec une vidéo. Zoé et Chloé se préparaient pour le lit, leurs douces voix remplissant la chambre d'hôtel silencieuse. « Here comes the sun, do 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 ». Jacques sourit à travers les larmes. La chanson qui avait porté 3 générations de sa famille servait maintenant de pont entre le passé et l'avenir, la perte et l'espoir. Le lendemain matin, il ferait face à d'autres évaluations, d'autres questions, plus de surveillance. La presse continuerait de spéculer et d'essayer de transformer son histoire en titre à sensation. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était 2 filles de 3 ans qui avaient, d'une manière ou d'une autre, retrouvé leur chemin vers la maison, qui, à travers une série d'événements tragiques et miraculeux, lui donnait une seconde chance d'être la famille que Sophie avait toujours voulu qu'il soit. Il prit son téléphone une dernière fois cette nuit-là, envoyant un message à Helena. « Organisez une conférence de presse pour demain. Je vais raconter notre histoire, à mes conditions, de la manière dont Sophie l'aurait voulu. » Quelque part entre la veille et le sommeil, Jacques aurait juré entendre le rire de sa fille, mêlé au lointain battement d'ailes de papillon. Et pour la première fois depuis des années, il dormit paisiblement, sachant qu'il était enfin sur la bonne voie. Une photo des jumelles reposait sur sa table de chevet, leurs sourires illuminés par la douce lueur de la lampe. À côté, un nouvel ajout, la dernière photo qu'il avait prise avec Sophie, maintenant restaurée et encadrée. Mère et fille, bien que séparées par le temps et la tragédie, liées par le même sourire, la même lueur dans les yeux, la même capacité infinie d'amour et de pardon. « Bonne nuit, mes petites », murmura-t-il à la pièce silencieuse. « Bonne nuit, Sophie. Demain sera un nouveau jour. Et cette fois, je ferai les choses bien. Je le promets. » Le bureau de Jacques à l'hôtel était encombré de paperasses, formulaires d'adoption, dossiers médicaux, évaluations psychologiques. Chaque feuille représentait une étape de plus vers Zoé et Chloé. En organisant une nouvelle pile de documents qu'Helena avait apportés, ses mains trouvèrent quelque chose de différent. Une enveloppe manille, légèrement jaunie, avec son nom écrit de l'écriture inimitable de Sophie. « Helena, appela-t-il, la voix tremblante, d'où vient ceci ?» L'avocate ajusta ses lunettes, examinant l'enveloppe. C'était parmi les documents de l'hôpital. Apparemment, Sophie l'a laissé avec ses dossiers médicaux. Avec des doigts tremblants, Jacques ouvrit l'enveloppe. Le faible parfum de lavande, le parfum préféré de Sophie, flottait encore sur les pages soigneusement pliées. « Cher papa, si tu lis ceci, cela signifie que mes craintes se sont réalisées. Les médecins disent que c'est une grossesse à haut risque, et bien que je me batte de toutes mes forces, je dois être préparé à toute éventualité. D'abord, je veux que tu saches que je te pardonne. Je te pardonne notre dispute, tous les mots durs, toutes les attentes qui pesaient sur nous deux.
Et je te demande de me pardonner aussi, d'être partie comme je l'ai fait, pour le long silence, pour ne pas avoir été assez forte, pour faire le premier pas vers la réconciliation. » Jacques dut s'arrêter, des larmes tachant le papier. À travers la fenêtre de l'hôtel, le soleil de l'après-midi peignait le ciel de nuances de rose et d'or, des couleurs que Sophie avait toujours aimées. Michel est mort il y a 3 mois. C'était si soudain, si brutal. Un accident de moto en allant à un concert. Il n'a jamais su qu'elles étaient des jumelles. Il plaisantait en disant qu'il voulait tout un groupe de petits musiciens, mais il aurait été heureux de n'importe quelle mélodie que la vie nous donnait. « Les filles sont spéciales, papa. Les médecins peuvent déjà le dire. Elles sont identiques, mais il y a plus que ça. Elles ont une connexion qui va au-delà du physique. Parfois, quand l'une bouge pendant une échographie, l'autre réagit instantanément. C'est comme si elles avaient déjà leur propre langage secret. » La lettre continuait, détaillant des points médicaux importants. Zoé naîtrait avec une légère malformation cardiaque nécessitant un suivi. Chloé avait tendance aux allergies. Toutes deux montraient des signes précoces de synesthésie, la capacité de voir les sons en couleur, quelque chose que Sophie expérimentait aussi. Il y a tellement de choses que je veux dire, tellement de demandes, mais la plus importante est celle-ci. S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu élèves mes filles. Je sais que cela peut sembler cruel après tout, mais tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour leur donner l'amour, l'éducation et les chances qu'elles méritent. Mais s'il te plaît, papa, apprends de nos erreurs. Laisse-les être qui elles sont destinées à être. Zoé montre déjà des signes d'être la rêveuse. Elle réagit plus intensément à la musique dans les examens. Chloé est la protectrice, elle se déplace toujours comme un bouclier autour de sa sœur dans les échographies. Jacques jeta un coup d'œil aux photos récentes des jumelles sur son téléphone. Comment Sophie avait-elle pu prévoir leur personnalité avec autant de précision avant même leur naissance? J'ai quelques demandes spécifiques. 1. Garde-les ensemble, toujours. Leur lien est spécial et vital. Encourage leur musique, non pas comme une obligation, mais comme une forme d'expression. Parle-leur de Michel, de son talent, de sa gentillesse, de son amour pour la vie. Plus importante encore, parle-leur de nos erreurs, de la façon dont l'orgueil et l'entêtement peuvent coûter trop cher. Il y a un compte en banque à leur nom, à la Banque nationale. Ce n'est pas beaucoup, mais j'ai économisé chaque centime de mes emplois d'enseignante. Le mot de passe est la date de notre dernier Noël ensemble. Tu te souviens quand on a chanté des chansons des Beatles toute la nuit et que tu as finalement admis que « Hey Jude » était meilleur que Mozart? Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Jacques. Bien sûr qu'il s'en souvenait. C'était la dernière fois qu'il voyait Sophie vraiment heureuse en sa présence. « Les filles bougent beaucoup chaque fois que je joue de la guitare », continuait la lettre. Michel leur a laissé sa guitare. Elle est chez Madame Caron, avec quelques cassettes que nous avons enregistrées ensemble. S'il te plaît, récupère-la. Elle fait partie de leur héritage. Papa, je sais que tu te demandes probablement pourquoi je ne suis jamais revenu, pourquoi je ne t'ai jamais parlé de la grossesse. La vérité, c'est que j'avais peur. Pas de toi, mais de moi-même. De ne pas être assez forte pour garder mon indépendance, de céder à la pression et aux attentes, à nouveau. Maintenant, je vois que cette peur nous a coûté un temps précieux. Mais peut-être que l'univers avait un plan plus grand. Peut-être que mes filles sont le pont dont nous avions besoin. La chance de guérir de vieilles blessures et de construire quelque chose de beau à partir de nos morceaux brisés. Jacques dut s'arrêter à nouveau, ses mains tremblant trop pour tenir le papier. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Au loin, il pouvait voir la cour de l'orphelinat, et, dedans, 2 petites silhouettes courant en parfaite synchronisation, portant des robes assorties. Il y a une dernière chose que tu dois savoir. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es mon père. L'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui a effrayé les monstres de mon placard, qui a chanté « Here comes the sun » les nuits d'orage. Si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu pour élever mes filles, mais cela signifie aussi qu'elles ont la chance de rencontrer le papy Jacques que j'ai connu dans mon enfance, celui qui mettait l'amour au-dessus des attentes, les étreintes au-dessus des réussites. S'il te plaît, papa,
Aime-les pour nous deux. Apprends-leur à voler, mais sois là pour les rattraper quand elles tombent. Montre-leur que la famille n'est pas une question de perfection, mais de pardon et de nouveau départ. Avec tout mon amour, Sophie. PS. Les papillons dans le jardin du manoir. Ne les déracine jamais. Michel les a plantés spécialement pour moi, disant qu'ils étaient des symboles de transformation. Maintenant, je vois qu'il avait raison. Parfois, nous devons nous briser complètement à l'intérieur de nos cocons avant de pouvoir voler. Jacques resta immobile pendant plusieurs minutes après avoir fini la lettre. Le soleil s'était complètement couché maintenant et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Avec des mains tremblantes, il prit son téléphone. « Nathalie, j'ai besoin que vous gardiez les filles 1 heure de plus aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois faire. » Il se rendit au café La Maison des Fleurs, trouvant Madame Caron juste au moment où elle fermait. « La guitare, dit-il simplement, la guitare de Michel. » La vieille femme sourit, comme si elle s'attendait à ce moment. De l'arrière de la boutique, elle apporta un étui en cuir usé. À l'intérieur se trouvait une guitare classique gravée d'un motif de papillon, ainsi que plusieurs cassettes soigneusement étiquetées. De retour à l'hôtel, Jacques écouta chaque cassette. La voix de Sophie se mêlait à celle de Michel dans des chansons sur l'amour, l'espoir et les rêves. Dans certains enregistrements, on pouvait entendre Sophie rire, parler des bébés, de ses projets pour l'avenir. Sur la dernière cassette, datée d'1 semaine avant son admission à l'hôpital, Sophie avait laissé un message. « Papa, si tu écoutes ça, merci d'aimer mes filles. Merci d'être le père que j'ai toujours su que tu pouvais être. » Jacques s'endormit là, sur le canapé du bureau, tenant le testament de Sophie dans une main et une photo des jumelles dans l'autre. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé ce voyage, il se sentit complètement en paix. Sa fille l'avait pardonné. Plus que ça, elle lui avait confié son trésor le plus précieux. Demain, il partagerait son testament avec son équipe juridique, mais ce soir était pour se souvenir, pour pleurer, pour guérir. Dehors, dans le petit jardin de l'hôtel, un papillon bleu se percha brièvement sur le rebord de la fenêtre, ses ailes scintillant au clair de lune, avant de prendre son envol vers les étoiles. La salle d'audience était silencieuse, alors que le docteur Regina Summers, la psychologue nommée par le tribunal, présentait son rapport préliminaire. Jacques s'était assis droit sur une chaise en bois, chaque mot résonnant comme un verdict. Bien que M. Dubois montre une affection sincère pour les enfants, fit-elle une pause en ajustant ses lunettes, son histoire avec sa défunte fille, Sophie, soulève des préoccupations importantes. Le schéma de comportement contrôlant. Jacques ferma les yeux un instant, se souvenant des mots de Sophie dans sa lettre. Comment pouvait-il expliquer que l'homme qu'il était n'existait plus, que chaque moment avec Zoé et Chloé le changeait un peu plus? « Votre honneur, intervint Helena en se levant. Je voudrais présenter de nouveaux documents comme preuve. Le testament de Sophie Dubois, déclarant explicitement son souhait que son père élève les filles. Pendant ce temps, de retour à l'orphelinat, Nathalie menait une séance délicate avec les jumelles, suivant les directives de la psychologue. Elle les aidait à faire le pont entre leur passé et leur présent. « Votre maman, expliqua doucement Nathalie, en leur montrant une photo d'une jeune Sophie, était très spéciale. Et savez-vous qui est cet homme à côté d'elle ?»« Papy Jacques !» s'exclama Zoé, les yeux brillants de reconnaissance. « Plus jeune », nota Chloé, penchant la tête de cette manière si semblable à Sophie. Dehors, devant l'orphelinat, les journalistes se rassemblaient. L'histoire du milliardaire cherchant la rédemption à travers ses petites filles avait captivé l'imagination du public. Certains offraient leur soutien, d'autres soulevaient des questions. Tous voulaient des détails. « Monsieur Dubois ?» interpella un journaliste alors que Jacques arrivait pour sa visite quotidienne. « Quelle est votre réponse aux affirmations selon lesquelles votre âge avancé vous empêchera de vous occuper adéquatement de 2 jeunes enfants ?» Jacques ignora les caméras, mais la question resta dans son esprit. À 60 ans, aurait-il l'énergie de suivre 2 enfants de 3 ans? Les nuits blanches, les courses dans le parc, la demande constante d'attention?
La réponse vint de manière inattendue pendant le goûter. Zoé renversa son jus, et, avant qu'un adulte ne puisse réagir, Jacques était déjà par terre, nettoyant le désordre et réconfortant la fillette en larmes. « Ne pleure pas, ma chérie, » murmura-t-il de la même manière qu'il réconfortait Sophie. « Les accidents, ça arrive. »« Tu n'es pas fâchée ?» demanda Chloé, s'agenouillant à côté de sa sœur. « Bien sûr que non. C'est ça, la famille. S'aider quand on renverse du jus, se faire des câlins quand on pleure, rire quand on fait des bêtises. » Depuis le seuil de la porte, Nathalie observait, prenant des notes pour son rapport au tribunal. C'étaient ces moments que les documents officiels ne capturaient pas. Le naturel de l'amour, la sagesse que seul le temps et le regret peuvent apporter. Lors de la session suivante au tribunal, la communauté de l'orphelinat se mobilisa. Madame Hélène, la cuisinière, parla de la façon dont les jumelles chantaient maintenant pendant les repas. La professeure d'art montra des dessins dans lesquels les filles se représentaient toujours tenant la main de Papy Jacques. Même le jardinier témoigna des papillons qui avaient commencé à fréquenter la cour, comme si la nature elle-même approuvait cette union. Mais la chose la plus importante, conclut Nathalie dans son témoignage, c'est la façon dont les filles s'épanouissent en sa présence. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de la guérison. 3 générations trouvant la paix à travers le pardon et de nouveaux départs. Les défis, cependant, restaient. Jacques fit face à de longues réunions avec les travailleurs sociaux, expliquant comment il adapterait sa vie aux besoins des jumelles. Il leur montra la chambre qu'il avait préparée dans le manoir, maintenant ornée de papillons peints à la main. Il révéla la nouvelle section pour enfants de la bibliothèque, les balançoires dans le jardin, l'espace musique avec 2 petites guitares, une pour chaque fille. Sophie a demandé que la musique fasse partie de leur vie, expliqua-t-il en leur montrant les cassettes laissées par Michel. Pas comme une obligation, mais comme un héritage d'amour. Les semaines se transformèrent en mois. Les jumelles grandirent, leur lien avec Jacques se renforçant à chaque visite. Elles connaissaient maintenant des fragments de leur histoire, adaptés à leur jeune entendement. Elles savaient que leur maman était un ange qui leur chantait des chansons d'en haut et que leur papa jouait de la guitare parmi les papillons. « Et Papy Jacques ?» demanda un travailleur social lors d'une des évaluations. « Il garde nos sourires, » dit Zoé. « Et il fait peur à nos peurs, » ajouta Chloé. La veille de la décision finale, Jacques trouva les filles exceptionnellement calmes lors de sa visite. « Qu'est-ce qui ne va pas, mes petites ?» demanda-t-il en s'asseyant entre elles sur la balançoire. « Madame Nathalie a dit que demain est important, » commença Zoé. « Il y a un juge qui va décider. » Chloé hésita. « Si on peut être une vraie famille, finirent-elles ensemble ?» Jacques sentit son cœur se serrer. Comment expliquer la complexité de la situation à 2 enfants de 3 ans? « Vous savez ce que je pense ?» dit-il après un moment. « Je pense que nous sommes déjà une famille. » Ici, il pointa son cœur, là où ça compte. Le juge va juste mettre ça sur papier. Les jumelles sourirent, se blottissant contre lui. Au-dessus d'eux, un papillon bleu, identique à celui de la montre magique, se percha brièvement sur la balançoire avant de s'envoler dans le ciel orangé de fin d'après-midi. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Jacques relut le testament de Sophie une dernière fois. Demain, le juge annoncerait la décision. Demain, il saurait s'il pourrait honorer le dernier souhait de sa fille, s'il pourrait officiellement donner aux jumelles le foyer dont Sophie avait rêvé pour elle. « Aide-moi, ma fille, » murmura-t-il à la photo de Sophie sur son bureau. « Aide-moi à être le père que tu as toujours su que je pouvais être. » Dehors, la ville s'installa sous un ciel étoilé, et quelque part entre la veille et le sommeil, Jacques aurait juré entendre une voix familière chanter doucement « Here comes the sun, dou-dou-dou-dou ». La lumière du matin filtrait à travers les vitraux du tribunal de la famille, peignant le sol de teintes douces alors que la juge Carmen Rogers signait les derniers papiers d'adoption. Jacques, portant son plus beau costume, personnellement choisi par Zoé et Chloé lors d'une de ses visites, gardait une main sur le testament de Sophie, maintenant partie intégrante du dossier officiel. « Par le pouvoir qui m'est conféré par la loi, » annonça la juge avec un léger sourire aux lèvres.
Je déclare par la présente Jacques Dubois, tuteur légal de Zoé et Chloé Dubois. Les jumelles, vêtues de robes bleu pâle, brodées de minuscules papillons, se serrèrent la main. Leurs yeux verts, les yeux de Sophie, brillaient d'un mélange d'excitation et d'émerveillement. Jacques se leva, la voix tremblante, pour s'adresser au petit groupe présent. « Sophie, ma fille, a écrit quelque chose que j'aimerais partager aujourd'hui, » dit-il en dépliant soigneusement une page de son testament. Elle a écrit « La famille n'est pas une question de perfection, mais de pardon et de nouveau départ. » Aujourd'hui, grâce à son amour et à sa perspicacité, nous avons notre nouveau départ. De retour à l'orphelinat, les adieux furent doux amers. Nathalie organisa une petite fête dans la cour où les papillons qui avaient tant captivé les jumelles dansaient parmi les fleurs nouvellement plantées. « Vous aurez toujours une place ici, » dit Nathalie en les serrant dans ses bras. « Et vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. »« Promis, Madame Nathalie » demanda Zoé. « Vous ne nous oublierez pas » ajouta Chloé. « Comment le pourrais-je » sourit Nathalie à travers les larmes. « Vous avez changé cet endroit autant qu'il vous a changé. » Madame Hélène arriva avec un gâteau sur le thème des papillons, et bientôt la cour fut remplie de rires et de musique. Jacques regarda les filles dire au revoir à leurs amis, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « Laisse-les être qui elles sont destinées à être », les mots de Sophie résonnaient dans son esprit. Zoé la rêveuse, Chloé la protectrice. L'emménagement dans le manoir du bois fut une aventure en soi. Les jumelles parcoururent chaque pièce avec émerveillement, leurs pas synchronisés, résonnant dans des couloirs qui avaient été autrefois si silencieux. « Regarde, Zoé !» s'exclama Chloé en découvrant la chambre préparée pour elle. « Les papillons, on dirait qu'ils dansent. » La fresque que Jacques avait commandée couvrait un mur entier, des papillons dans des tons de bleu et d'or qui semblaient vivants sous la lumière du soleil. 2 lits, côte à côte, comme à l'orphelinat, mais maintenant avec des couvre-lits brodés de leur nom. Et dans un coin spécial, les guitares. Zoé courut vers les instruments. « Comme celle de papa », murmura Chloé en effleurant doucement les cordes. Jacques se tenait sur le seuil, se souvenant de la demande de Sophie. « Encourage leur musique, non pas comme une obligation, mais comme une forme d'expression. » Les jours se transformèrent en semaines, et une nouvelle routine prit forme. Les matins commençaient par un petit déjeuner spécial, préparé par Gérard, qui se découvrit un talent surprenant pour faire des crêpes en forme de papillon. Les après-midi étaient remplis de leçons de musique, de jeux dans le jardin et de récits sans fin. Jacques découvrit que chaque jumelle avait sa propre façon de chercher du réconfort. Zoé se blottissait sur ses genoux pendant les orages, tandis que Chloé préférait lui tenir la main et raconter des histoires à sa sœur pour la distraire. Un soir, il les trouva endormis sur un vieil album photo de Sophie, qui avait maintenant une place d'honneur dans la bibliothèque du manoir. « Maman était si jolie », avait dit Zoé plus tôt en montrant une photo de Sophie adolescente. « Et son sourire ressemble au nôtre », avait noté Chloé, repérant la ressemblance. « Oui », acquiesça doucement Jacques. « Et elle vous aimait plus que tout au monde. » Les leçons de musique devinrent un moment spécial. Jacques engagea un professeur doux qui comprenait l'importance de la guitare dans l'histoire de la famille. En quelques mois, les jumelles pouvaient déjà jouer des notes simples, leurs petites mains déterminées à honorer l'héritage musical de leurs parents. Papy Jacques appela Zoé une nuit alors qu'il les bordait. « Raconte-nous encore l'histoire du papillon magique. »« Celui qui envoie des messages au ciel, » ajouta Chloé, les yeux déjà lourds de sommeil. Jacques sourit, prenant la montre qui restait maintenant sur la table de chevet entre leurs lits. Le papillon bleu exécutait toujours sa danse éternelle, marquant le temps dans cette nouvelle histoire, une histoire d'amour, de perte et de rédemption. « Il était une fois, commença-t-il, un papillon très spécial, chargé de porter l'amour entre le ciel et la terre. » Comme d'habitude, les filles s'endormirent avant la fin de l'histoire. Jacques resta assis entre leurs lits, observant leur respiration synchronisée, s'émerveillant du miracle que Sophie lui avait donné.
Sur le rebord de la fenêtre, la guitare de Michel reposait silencieusement, ses cordes vibrant parfois avec la brise nocturne, comme si elles étaient jouées par des mains invisibles. Les cassettes que lui et Sophie avaient enregistrées faisaient maintenant partie de la routine nocturne des filles, sa voix douce les berçant pour les endormir, préservant le souvenir de son amour. Jacques se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin où des papillons de nuit dansaient sous le clair de lune. Le testament de Sophie était accroché dans un cadre sur le mur de son bureau, ces mots un rappel quotidien de sa promesse d'aimer sans limite, de guider sans contrôler, de protéger sans étouffer. « Tu avais raison, ma fille, » murmura-t-il à la nuit. « Parfois, nous devons nous briser complètement à l'intérieur de nos cocons avant de pouvoir voler. » Un léger mouvement attira son attention. Zoé s'était retournée dans son sommeil, sa main cherchant instinctivement celle de Chloé. Même en rêve, leur lien était incassable, extraordinaire. Jacques retourna dans l'espace entre leurs lits, ajustant les couvertures avec soin. Sur le mur, les papillons de la fresque semblaient briller faiblement, comme de minuscules étoiles terrestres gardant le sommeil des filles. Il commença à fredonner doucement, la mélodie qui était devenue l'hymne non officiel de cette famille. « Here comes the sun, do-do-do-do ». Et là, dans la pièce silencieuse, éclairée seulement par le clair de lune, Jacques Dubois trouva enfin sa paix. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début de beaucoup d'autres, chacune écrite avec amour, accompagnée de musique, ornée de papillons. « Bonne nuit, mes petites » murmura-t-il. « Bonne nuit, Sophie. » Un dernier papillon bleu passa devant la fenêtre, son vol doux et résolu, comme l'amour qui liait 3 générations d'une famille qui avait appris, à travers la perte et la rédemption, le vrai sens d'un nouveau départ.